Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Le Petit Club, un podcast des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. Marine au micro, et aujourd'hui je suis en compagnie de Samuel. Pendant une demi-heure environ, nous allons vous parler de nos derniers coups de cœur. Le Petit Club numéro 4, c'est maintenant. Salut Samuel. Bonjour Marine. Tu vas bien? Oui, ça va. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous proposer pour commencer ce petit club? Alors, comme tu peux le voir, j'ai ma petite liste avec plein de choses dessus. Nous sommes équipés téléphone, petit papier, ordinateur, on en a toutes les données. Oui, c'est ça, on peut pas... Pour éviter d'oublier des petites choses. Les pannes de cerveau habituelles. Tout à fait. J'ai noté pas mal de films que j'ai regardés ou qu'on a acquis récemment, donc je voulais en parler. Le premier là que j'ai regardé il y a pas longtemps, c'est Junkhead. C'est un film d'animation en stop motion d'un japonais qui s'appelle Takahide Ori. Et c'est un film SF un peu barré, parce que pour le coup, je sais pas trop comment le décrire autrement, mais c'est incroyable en termes d'animation. Le gars, il a mis 7 ans pour créer son film, il a quasiment fait tout seul. Et le pitch, en gros, l'humanité a accédé à l'immortalité, et la contrepartie, c'est qu'ils peuvent plus se reproduire. Et du coup, on envoie un humain dans les tréfonds de la Terre pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Bon, c'est le pitch de base, ça part totalement en vrille pour ce personnage-là. Mais, je sais pas, c'est un ovni et j'ai trouvé ça extraordinaire. J'aime beaucoup les films d'animation et notamment en stop motion, donc c'était un incontournable à voir, je pense. Et ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le making-of, où on voit vraiment le gars, il a une petite équipe, mais créer les décors tout seul, les les figurines en latex et tout, même les bruitages. On voit le gars, il est mort de rire parce qu'il fait les bruitages dans sa cave. Les bruitages à la bouche, Jean-Michel Bruitage. Mais exactement ça. Et Jean-Michel je lui dis, Bruitage. je peux pas louper, il faut que je regarde le making-of, il dure 20 minutes, donc ça va, c'est pas très long. Mais il voit, le gars, il est hyper sérieux, il fait ses trucs, et après, il explose de rire parce que c'est juste marrant, quoi. Et je suis sortie de là, j'étais waouh, c'est, comme je disais, ovni, et j'ai bien kiffé quand même. Le stop motion, c'est quand tu as des petites figurines animées, tu lui fais bouger un bras, puis après tu filmes, puis après tu bouges le bras, comme l'étrange Noël de Monsieur Jack de Burton. C'est ça, ou comme les Wallace et Gromit de chez Hardman. Et là, c'est pas avec de la pâte à modeler, de ce que j'ai vu, c'est plus avec des figurines en latex, mais c'est le même principe. Vous avez une figurine généralement en métal, on met de la pâte à modeler dessus ou du latex, et on les fait bouger au fur et à mesure. Donc, vous imaginez bien que le gars, pour faire un film, je sais pas, de 1h40, il a pris 7 ans. Donc, s'il est tout seul. Je pense on voit d'autres gens travailler sur les décors, mais c'est incroyable. Si vous aimez les films d'animation et stop motion, particulièrement, allez-y. Voilà, je vous ai prévenu que c'était un peu étrange, mais quand on est prévenu, ça va. Quand on est prévenu, ça va. Oui. Okay. Eh bien écoute, moi je vais continuer aussi sur de l'étrange et du bizarre et vous serez prévenus, comme ça, doublement prévenus. Moi c'est pas un film, c'est un livre. Énorme coup de cœur pour moi en ce début d'année, mais genre vraiment énorme coup de cœur. C'est coup de foudre. C'est cœur avec les doigts. Ah, cœur avec les doigts, tout ce que tu veux. C'est un livre de science-fiction. Oh, on est surpris. Étonnant. Ça s'appelle Gideon la 9e de Tamsin Muir. C'est le premier tome d'une tétralogie. Donc les 3 premiers tomes sont sortis aux États-Unis, Angleterre et en pays anglophones. Le 4e doit arriver, ça sera le dernier. Et en France, on a eu le premier publié chez Actes Sud et nous l'avons grâce à Jeanne. Et je pense qu'on aura la suite, évidemment, quand ça sortira. Gideon la 9e, alors c'est de la science fantasy. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, science fantasy, on a des éléments de fantasy dans un univers très science-fiction. Là, en l'occurrence, ce sont des nécromanciennes. Donc vraiment, on est dans de la pure fantasy parce que tout tourne autour de la magie nécromantique, donc tanergie, ce genre de choses, lever des morts, animer des squelettes, ce genre de choses, dans un univers space opera, parce que chaque personne est sur une planète différente et on a des éléments très... t'appuies sur un bouton, il y
à la douche, enfin voilà. Donc c'est un espèce d'univers un peu hybride. Et alors c'est complètement barré. Gideon, c'est une jeune femme qui vient de la 9e maison, donc sur la 9e planète. C'est la planète du tombeau scellé, donc c'est pas très funky comme planète. C'est-à-dire que déjà les nécromanciens ça vaut pas du rêve, mais alors elle c'est vraiment la maison qui vend le moins de rêves possible. Et Gideon n'a qu'une envie, c'est de se barrer de cette planète parce qu'elle est, c'est pas vraiment une esclave, mais c'est pas quelqu'un de libre non plus. Sauf que l'héritière de la maison lui joue un sale tour, donc Aroark non Agesimus lui joue un sale tour et en fait de Gideon sa première cavalière en fait, en gros son garde du corps attitré. Parce que Aroark a reçu une lettre de l'empereur qui demande à chaque héritier de chaque maison et son cavalier ou sa cavalière associée de venir dans la première maison, donc la maison que lui a désertée parce qu'il ne peut plus y retourner, pour passer des épreuves pour devenir licteur. Donc en gros, licteur, c'est un des conseillers de l'empereur, mais petit twist sympathique, qui a accès à l'immortalité. Voilà. Donc ils arrivent tous sur cette planète et c'est un joyeux bazar. C'est voilà, il y a beaucoup de squelettes, de la trahison, beaucoup de squelettes, des morts en pagaille, beaucoup de squelettes. Oui. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est le personnage de Gideon parce que tout est à peu près raconté de son point de vue à elle. Alors, elle est trashouille au possible, elle est vulgaire, mais qu'est-ce qu'elle est drôle! Mais qu'est-ce qu'elle est drôle, Gideon! C'est vraiment un plaisir à suivre et on découvre cet univers qui est hyper riche, hyper dense par petits morceaux comme ça. Et le duo qu'elle forme avec Aroark est juste... c'est juste brillant, quoi. Elle s'envoie des squelettes à la tronche et elle se balance des épées à deux mains à travers la pièce, mais elles s'appellent patates quand elles ont un problème. Donc il y a quand même cette espèce de décalage constant. Entre la brutalité. Ouais, elles sont choupignonnes quand même. Elles sont choupies. Elles sont très choupies et je crois que c'est un auteur qui a dit, en gros, pour résumer Gideon la 9e, c'est des lesbiennes nécromanciennes qui se battent dans un château hanté de l'espace. Bah voilà. Bon, c'est pas mal. c'est exactement ça. C'est assez ovni, ouais, mais je pense que quand on aime vraiment la SF ou la fantasy, c'est très dépaysant et ça fait du bien de lire quelque chose où, pour le coup, j'en lis beaucoup et j'en vois beaucoup, mais je suis arrivée là-dedans, j'avais plus aucun repère. Oui, c'est bien de voir de la nouveauté et d'être toujours surpris. Complet. L'univers fonctionne pas du tout comme j'avais lu avant. Les personnages sont très tranchés. Enfin, il y a plein de sous-textes qu'il faut arriver à comprendre parce que le texte te dit pas. Voilà, c'est toi qui dois te dire ok, ça fonctionne comme ça. Enfin, et c'est vraiment passionnant. Et juste cette fin, mais j'ai été traumatisée. Je veux la suite immédiatement. Ah bah oui, surtout que s'il n'y a que le premier qui est sorti pour l'instant en France. C'est ça. Le deuxième devrait arriver bientôt. Ils sont Actes Sud et réactifs. Ils sont dessus. Mais c'était vraiment une tragédie de les abandonner. Donc voilà, un énorme coup de cœur pour moi en ce début d'année. Vraiment quelque chose qui m'a... Ah, j'étais bien. J'étais prête à combattre d'autres squelettes, pas de problème. Tu voulais rester dans l'univers. C'est ça, l'univers doudou et magnifique, des squelettes qui bougent et des zombies. C'est trop bien. Sublime. J'ai lu, je suis en train de le lire, un bouquin aussi qui est classé en SF, mais je sais pas trop. Pareil, tu peux avoir un peu un mélange des deux. C'est un livre qui s'appelle Les tambours du dieu noir, que je me trompe pas sur son nom, Fenderson Jelly Clark. Et je suis tombée dessus un peu par hasard quand j'étais au retour. Et je sais pas, la couverture m'a plu. La catastrophe du retour. Ouais, c'est ça. Et je me suis dit, tiens, il était assez court. Et en fait, il est vraiment assez court parce qu'en fait, ça comprend deux histoires. Donc la première que j'ai finie, qui se passe en Louisiane dans les années 1800. Et en fait, la guerre de sécession, ça n'a pas les mêmes issues que celles qu'on connaît. Et du coup, la ville de la Nouvelle-Orléans est indépendante. Donc voilà, il se passe des choses... De l'Uchronie, quoi. Ouais, des choses différentes. Et on va suivre une jeune orpheline qui fait un peu sa vie et qui est, qui, à l'intérieur de son corps, a une entité, une déesse africaine, et qui lui envoie des visions de temps en temps. Et là, elle voit une vision un peu catastrophique, quelque chose d'horrible qui va arriver à sa ville chérie. Et du coup, on suit cette jeune fille et une capitaine d'un dirigeable pour essayer de démêler qu'est-ce qui va se passer et arrêter, en gros, la catastrophe à venir. Et ce que j'ai vraiment bien aimé, c'est un univers un peu dépaysant. On retrouve un peu le bayou, ces choses comme ça qu'on connaît de la Nouvelle-Orléans et de la Louisiane. C'est toujours bien de lire des trucs sur la Louisiane
Gideon. Ouais, moi je trouvais ça bien vraiment de retourner là-dedans. Moi ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la capitaine du dirigeable, en fait il y a vraiment un travail sur la langue. En fait on peut avoir à l'oreille une idée de quelqu'un qui parle créole et en fait c'est écrit de cette manière-là. Donc en fait, dans sa tête, on a vraiment la musicalité de la langue en fait et du travail sur la langue. D'accord. Et ça, j'ai vraiment bien aimé. C'est assez court. La nouvelle, elle doit faire à peine 100 pages. Donc ça se lit bien. On a vraiment un univers riche en condensé comme ça. Donc les gens qui n'osent pas trop aller vers de la SF ou de nouvelles choses, pour tester, pour commencer, pour arriver dans un univers très riche, franchement, allez-y, les yeux fermés. Tu le vends bien en tout cas. Ouais, j'ai commencé l'autre nouvelle hier, donc c'est dans un autre environnement, c'est au Caire dans les années 1900. Et pour le début, parce que j'ai pas encore fini, en fait, il y a 50 ans, une personne a ouvert en fait une sorte de brèche magique au Caire. Et en fait, des djinns sont apparus donc dans ce pays-là. Donc, ils ont réussi à bouter les Anglais hors de l'Égypte et à devenir une superpuissance. Et on suit une jeune femme qui est inspectrice au ministère de l'alchimie, des enchantements et des entités surnaturelles. Et là, on a un djinn qui est retrouvé mort et du coup, on va essayer d'enquêter et de voir qu'est-ce qui se passe au Caire. Donc là, celle-ci me tente vraiment bien. Donc, C'est sympa, 2 univers différents. Ouais. Louisiane 1800, le Caire 1900, ça change un peu de... Pas mal de fantaisie qui se passe en Angleterre, au 19e, aux États-Unis. Oui. C'est chouette. Le dépaysement, c'est cool. Hyper bien. Et en fait, je sais pas comment l'exprimer, mais en fait, on est happé tout de suite... parce que les personnages, pareil, sont des personnages forts, des femmes, la plupart en plus. C'était vraiment pas pour ça que je suis allée vers ça, mais on retrouve vraiment la bonne surprise. Exactement. Donc j'ai trouvé ça hyper bien et j'ai vraiment hâte de poursuivre cette lecture. C'est chouette. Et du coup, j'embraye parce qu'en parlant de dépaysement, moi j'ai lu un polar. Alors la chance, on l'a en anglais et en français à la bibliothèque. Donc comme ça, vous êtes tranquille. Vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Ça s'appelle donc en français Le serveur de Brick Lane. En anglais, c'est The Waiter. C'est de Ajay Chaudhuri. Je l'ai réservé déjà. Tu vois. Parce que tu m'en avais parlé. Voilà, c'est ma petite avant-première. Et ce que j'aime, c'est que ça se passe dans la communauté indienne de Londres. Donc, moi, j'aime bien. L'Inde, c'est un pays qui me fascine assez. Je regarde pas mal de documentaires sur l'Inde, les mouvements en Inde. Et là, c'est assez sympathique de retrouver justement cette diaspora indienne en Angleterre. Et en plus, le héros est pas issu de cette diaspora, puisque le héros est un ancien policier de Calcutta, qui a eu une enquête un peu épineuse, alors une enquête VIP, donc avec un meurtre un peu, pas monsieur, pas le tout venant, quoi. Sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme prévu. Ça, on le devine très vite, puisqu'il a été viré de la police de Calcutta, et que là, il s'est mis au vert en Angleterre, chez des amis de sa famille, et qui ont un restaurant en fait à Brick Lane, et du coup il sert de serveur. Donc le serveur de Brick Lane, il sert de serveur le temps de réfléchir, de se remettre sur pied, puis de partir de l'Inde parce que ça devait être un contexte assez tendu. Et il se trouve qu'au début du roman, il assiste à une soirée. On lui demande de travailler pour une soirée, et il y a un meurtre à cette soirée, et la famille va lui demander d'enquêter, comme c'est un ancien policier, d'enquêter pour trouver le mystère. Et on va vite comprendre que son passé et son présent sont quand même assez connectés. Et ce que j'aime bien, c'est qu'on a des chapitres qui se passent à Calcutta quelques mois auparavant pendant l'enquête. Donc on est avec lui dans l'enquête. Puis on a aussi sa personnalité à ce moment-là, le fait qu'il soit super content, c'est une enquête importante, il va devenir quelqu'un dans la police. Et puis le résultat, plusieurs mois après, où on n'est pas tout à fait dans la même ambiance. Donc c'est vraiment intéressant. Et comme l'auteur lui-même est né en Inde et a grandi en Angleterre, alors je crois qu'il est arrivé, il avait 10 ans déjà, donc pas tout bébé quand même. Le récit est vraiment très prenant dans cette diaspora. On a les codes culturels à cheval. Le personnage qui s'appelle Camille fait équipe avec Anjoli, en fait, la fille de ses employeurs, mais qui sont aussi des amis de la famille. Ils ont le même âge, quasiment une trentaine d'années, et elle est née en Angleterre, et donc elle est assez tiraillée entre les traditions familiales, ce que ses parents attendent d'elle, et le fait qu'elle soit une jeune femme en Angleterre, en fait une Anglaise. Donc du coup c'est assez intéressant, et lui il a un point de vue plus indien pour le coup, puisqu'il est de Calcutta. Donc on a ce mélange, je trouve ça assez intéressant. Et puis on a pas mal de passages à Calcutta même.
donc sur l'Inde contemporaine. Et ça aussi, c'est sympa parce que c'est pas un univers dans lequel on va souvent, sauf si on va lire des livres qui se passent en Inde et qui ont souvent une thématique bien axée. Là, on est quand même dans du roman policier, quoi. C'est ça qui est chouette, autant sur les 2 livres, c'est d'être dans un pays qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ce contexte-là et de voir évoluer des personnages hyper intéressants. Mais tu vois, tu me donnes encore plus envie de le lire. Ouais, et puis le texte est émaillé de plein de phrases dans la langue, quoi. Qui sont, alors, parce que moi je le lis en anglais pour le coup et c'est même pas traduit. Les phrases sont même pas traduites en note de bas de page. Alors on comprend à peu près ce qui se dit, parce que c'est des phrases affectueuses ou alors avec le dialogue en dessous on arrive à comprendre. Mais je trouve ça vraiment sympa que du coup il n'y ait pas de traduction parce qu'on est dedans des personnages multiculturels qui vont passer d'une langue à une autre et on est vraiment, pour le coup, vraiment dedans, quoi. Et puis ça parle de nourriture et des épices et des machins et donc ça donne très très faim comme à chaque fois qu'on lit un livre qui se passe en Asie. Voilà, ça c'est une catastrophe. On a juste envie d'aller au resto indien après, mais en tout cas c'est une lecture que j'aime bien et c'est un policier pour les gens qui se demanderaient, on n'est pas dans du polar américain, on n'est pas dans du polar suédois assez glauque ou sanglant. On n'est pas tout à fait dans du cozy mysteries à la Agatha Raisin, mais il n'y a pas de violence, c'est ça assez facilement libre. Voilà, ça reste lisible par plein de gens qui n'ont pas envie d'un polar trop noir. Donc honnêtement, allez-y. Et il y a un tome 2 qui est déjà sorti en Angleterre et qui va sortir en France. Et je pense que c'est un héros récurrent qu'on aura comme ça avec une histoire à chaque fois, même si la première donne le ton... un peu comme les Anne Perry, qui avaient Charlotte et Thomas Pitt, où le premier donnait le ton de leur histoire, et puis après, c'était plus... Après, à voir ce que ça va donner, parce que là, comme tu disais, tu as vraiment l'écho aussi à sa vie à Calcutta, et qu'est-ce qu'il a amené en Angleterre, donc à voir dans la suite comment le personnage évolue, ça peut être cool. Ouais, je pense que ça va être intéressant. Et tu vois, quand tu parlais de la langue, du fait que ce soit pas traduit, ça m'a fait penser à une bande dessinée dont je n'avais pas prévu de parler, mais qui s'appelle La Terre, le ciel, les corbeaux, de Teresa Radice, je pense, parce qu'elle est italienne. Et en fait, c'est pendant la guerre, alors une des guerres mondiales, je ne me rappelle plus laquelle, je m'en excuse. Et en fait, on va croiser des prisonniers donc russes, allemands et peut-être italiens, voilà. Et en fait, c'est pas traduit. Et en fait, ils se parlent dans leur langue respective. Sans se comprendre, mais au fur et à mesure du texte et de l'histoire, en fait, ils arrivent à se comprendre, que ce soit par les mots, par les gestes. Et en fait, on les voit fuir ensemble. Et je trouve que ça m'a fait écho à ça. Et je trouve que c'était hyper intéressant parce que si on ne parle pas la langue, nous non plus, on ne comprend pas. Mais le contexte et ce qui leur arrive, comme tu disais, tu comprends assez rapidement qu'est-ce qui leur arrive et qu'est-ce qu'ils essayent de communiquer entre eux, quoi. Ça fait penser, je ne sais pas si tu as vu Le 13e guerrier, le film avec Antonio Banderas, qui est assez vieux, qui a quand même, je pense, pas loin de 20 ans. Ça raconte, c'est inspiré d'une histoire vraie de quelqu'un qui a vraiment existé, un arabe qui est exilé et il va se retrouver chez les Vikings. Et donc tout est drôle parce que lui, son cheval, c'est un cheval, les chevaux qu'il a l'habitude de monter sont des chevaux arabes, donc plus petits, plus fins. Et là, il se retrouve sur des énormes percherons là, qui font 10 mètres de large. Donc c'est assez marrant. Et en fait, quand il est autour d'eux, il comprend pas la langue parce qu'il parle pas la langue. Et il y a toute une scène hyper sympa où ils sont assis autour d'un feu de camp. Alors c'est montré en accéléré parce que c'est suggéré que c'est sur plusieurs... c'est pas en une nuit. Oui, c'est ça. Mais en fait, on les voit parler donc, de son point de vue à lui, donc dans une langue qu'on comprend pas, et au fur et à mesure il y a des mots qui commencent à se former qu'on comprend, qui sont en anglais ou en français si vous le regardez en français, et puis à la fin il arrive à comprendre parce qu'en fait à force d'être avec eux il a compris la langue, et je trouve ce procédé hyper intéressant. J'ai bien aimé dans le film comme c'est montré ce type qui vient je sais pas s'il vient, je crois qu'il vient de Bagdad, mais j'ai un doute, qui vient de Bagdad, donc il parle arabe et qui arrive et qui écoute les Vikings, et puis d'un seul coup il comprend les Vikings parce que ça fait des mois qu'il est avec eux et il commence à les comprendre, et là, c'est sur une scène seulement. C'est montré le basculement sur une scène autour d'un feu de camp, et c'est avec la caméra qui tourne. Et j'aime beaucoup cette scène. Je la trouve assez parlante, et ça me faisait penser à ta bande dessinée. Et ça rebondit, ça fuse, dis donc. C'est fou. Est-ce que je recommence ? Oui, allez. On repart sur un autre film qui s'appelle Flea, qu'on a sur la médiathèque numérique pour l'instant. Mais je pense que Carole, notre collègue, va l'acheter aussi en DVD. Et c'est un film documentaire en animation. Oui, j'aime les films d'animation. Oui, ça va. Je le redis. Et c'est un film de Jonas Power Rasmussen. Et ça va raconter l'histoire vraie, du coup, d'un universitaire d'origine afghane qui a dû fuir son pays. Et on va suivre, du coup, là, je crois qu'il est dans les pays nordiques, Suède, je dirais. Et en fait, on va
dérouler le fil de son histoire, de sa fuite, de son arrivée aussi dans le pays, de comment ça se passe, etc. Et en fait, lui, il l'a fait face cachée. En gros, c'est fait en animation pour pas révéler qui il est. Et aussi parce qu'en fait, il a dû mentir, arriver en Suède, avoir la nationalité et pouvoir rester là-bas. Donc, et je trouve que l'animation est hyper bien choisie pour ce sujet-là. Parce que par exemple, quand il est en bateau pour faire la traversée, la manière dont c'est retranscrit, en fait, c'est un peu vaporeux. Les personnes, c'est sur du noir et blanc à ce moment-là, c'est très vaporeux. Et en fait, on ressent l'oppression en fait, à ce moment-là, où on entend beaucoup de respiration. Enfin, c'est hyper bien mené. Et en prise de vue réelle, ça pourrait être plus choquant ou peut-être plus difficile à regarder. Là, en animation, on ressent quand même l'émotion très très fort, mais ça rend la chose peut-être plus accessible aussi et ça n'empêche pas, voilà, comme je disais, de ressentir parfaitement, d'être très empathique par rapport à ce qui se passe. Et cette personne-là aussi, voilà, qui vient donc d'Afghanistan, se rend compte aussi au fur et à mesure qu'il est homosexuel. Donc en fait, il y a la fuite et la découverte et l'acceptation de soi. Donc en fait, c'est plein de choses entremêlées. Mais un film que j'ai trouvé extraordinaire. Un documentaire, du coup, tu disais. Ça arrive, mais c'est peu fréquent. Mais ouais, c'est un film documentaire en animation. En fait, au tout début, on suit le jeune homme, je ne vais plus me rappeler son prénom, mais en fait, qui échange avec un ami sur ce qui lui est arrivé. Donc en fait, il se pose un peu comme on irait chez le psy, on se pose, on échange. Et du coup, on repart dans le passé, voir qu'est-ce que lui se rappelle, qu'est-ce qu'il veut évoquer aussi. Parce que comme c'est sur la base d'un échange, il ne dit pas tout au départ. Et il met du temps aussi à révéler qu'il a menti, à révéler l'homosexualité, etc. Donc c'est très progressif et c'est lui, voilà aussi, qu'est-ce que j'ai envie de me remémorer aussi sur mon histoire, sachant que là je suis installée, je suis universitaire, etc. Enfin, ma vie elle est rodée, enfin voilà, tout va bien, mais en fait non, il réfléchit à ce qui lui est arrivé, pas forcément. Voilà. Ça donne envie en tout cas. Oui, allez-y. Vous la voyez pas, mais elle a un énorme sourire, des cœurs dans les yeux, des paillettes. J'ai trouvé ça hyper intéressant, puis c'est une autre manière d'aborder la chose aussi, parce que parfois on peut trouver peut-être le sujet lourd et du coup on n'y va pas parce qu'on veut se préserver, etc. Et je trouve que là, ça donne une autre chose, et puis c'est le récit de quelqu'un aussi. Voilà, Et l'animation, c'est un bon dérivatif, ça atténue un peu la violence. Ouais, ça peut atténuer la violence, et après... Les gens se disent parfois c'est des films pour enfants, mais la preuve que non, en fait, ça peut être des films pour adultes et pour échanger. Regarde, dans Kill Bill, dans le premier Kill Bill, il y a tout un passage en dessin animé sur l'enfance d'une des assassins. Et en fait, heureusement que c'est fait en dessin animé, parce que c'est déjà hyper dur à regarder en dessin animé. Alors avec une vraie petite fille, ça serait assez... non, les dessins animés. Puis on a Persepolis, qui est un dessin animé pour adultes. Et voilà, ce n'est pas que pour les enfants. Non, c'est pas que pour les enfants. Écoute, moi aussi j'ai vu un documentaire. Alors malheureusement on ne l'a pas encore et il n'est pas accessible sur la médiathèque numérique parce qu'il est sur une plateforme que nous n'avons pas. Ça s'appelle Web of Death. C'est un documentaire sur moi j'aime bien les true crime, les crimes réels, j'aime bien ce genre de trucs. Et là c'est sur ces enquêteurs du net. C'est des groupes de gens qui se réunissent sur des forums ou en petites communautés et qui enquêtent sur des crimes qui se sont commis, qui sont pas résolus par la police, ou alors des vieux crimes. Et voilà. Et donc, il y a plusieurs épisodes, je crois 6 ou 8 épisodes, d'entre 45 minutes et 1 heure. Ça dépend du sujet, sur différents crimes et qui ont été résolus par ces espèces de petits groupes. Donc, c'est assez touchant parce qu'on les voit, ils parlent de ce qu'ils font. C'est une vraie passion. Ils sont souvent très bien intentionnés. Ils veulent vraiment aider la victime, retrouver quelqu'un. J'ai beaucoup aimé l'épisode numéro 2 sur une inconnue qui a été assassinée en 1954 à Boulder, dans le Colorado. On n'a jamais su qui c'était. Elle est enterrée sous le nom de Jane Doe. Et en fait, il y a une association assez rigolote là-bas où une fois par an, les gens se déguisent et en fait font revivre comme s'ils étaient les gens enterrés et racontent leur histoire. Donc c'est aussi l'histoire du lieu. Donc ils prennent des gens morts au 19e et qui ont fait des choses dans la ville assez intéressantes. Et il y en a une de cette association qui s'est vraiment
passionné pour cet inconnu et qui a eu envie de retrouver son identité. À la base, pas forcément pour trouver le coupable, parce que morte en 1954, voilà, mais au moins mettre un nom sur une tombe et dire à la famille, la personne que vous pensiez disparue depuis 1954, en fait, elle est là, elle est enterrée. Et c'était assez touchant, parce que vraiment une communauté qui essaye de trouver qui est cette jeune femme de 20 ans, enterrée là depuis 1954, pas retrouvée, et voilà, c'est très touchant. Le seul bémol que je mettrais à ce documentaire, c'est qu'en fait, ça montre tout ça sous un côté quand même assez people love. Les gens, ils sont tout mignons, ils font des enquêtes, ils résolvent des crimes, c'est super, c'est génial. Sauf qu'en fait, quand on s'intéresse un peu à ce genre de groupe, et pour avoir vu d'autres documentaires de true crime où des gens se sont pris de passion pour une enquête, etc., et parfois ça dérape assez violemment. Et là, le documentaire, je trouve, c'est très positif, quoi. Ils ont réussi grâce à leur volonté, leur soutien et machin. Ce qui est très chouette en vrai, parce que oui, ils ont réussi à résoudre des crimes et c'est très cool. Mais je me souviens de deux enquêtes particulières où quand même, à chaque fois, les deux groupes distincts se sont focalisés sur une personne en disant c'est lui parce qu'il y a telle et telle preuve. Parfois assez tiré par les cheveux, faut quand même l'admettre, parce que malgré tout, ce sont des amateurs qui viennent de plein de milieux différents et que enquêter sur un crime, c'est quand même un métier, malgré tout. Il y a des techniques, il y a des choses, et puis qui se sont acharnés sur deux personnes et qui n'étaient pas les coupables. Et dans un cas, une personne s'est suicidée et en est morte. Et dans l'autre cas, elle a fait une tentative et en fait, elle a arrêté la musique. C'était quelqu'un qui était musicien et qui a arrêté la musique parce qu'il s'est fait harceler, alors qu'en fait, c'est pas du tout lui le coupable. Et du coup, c'est vraiment le seul petit bémol que je mettrais à ce documentaire, c'est que là, ils ont choisi des histoires qui se finissent bien et où il n'y a pas eu de drame, et ça montre pas non plus le côté où parfois... Oui, ça peut partir follement en vrille. Parce que dans un des trucs, ils pensent avoir retrouvé, et en fait, c'est pas ça, mais il n'y a pas de conséquences. Parce que le crime est tellement ancien que du coup, il n'y a pas de conséquences. Mais je me dis, dans le cas où c'est quand même plus récent et on attaque quelqu'un, et puis après c'est du cyberharcèlement, donc ça pose pas mal de questions. Donc c'est vraiment le petit bémol que je mettrais à ce documentaire, c'est que ça montre que le côté sympathique et réconfortant de la chose, en fait. Des inconnus qui résolvent des crimes. Souvent sur Internet, quand il y a des groupes, ça peut partir quand même pas dans les bonnes directions. Mais c'est vrai que là, le documentaire est chouette parce que c'est quand même très satisfaisant de se dire des crimes qui sont restés impunis pendant des décennies. Finalement, grâce à quelques personnes qui se mobilisent et qui aident la police, parce que parfois, il y a des enquêteurs qui s'associent à ces groupes. Ils ne sont pas forcément tout seuls, il y a parfois des enquêteurs. Donc c'est aussi, il y a quand même quelque chose de légal, parce que tu ne peux pas prendre n'importe qui et l'emmener en interrogatoire, ça ne se fait pas. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même au moins un épisode sur le revers de la médaille, que parfois ce sont pas forcément des gens très scrupuleux ou qui réfléchissent pas aux conséquences. Ça m'aurait manqué, la petite nuance m'a manqué. Que ce soit un peu plus réel, peut-être moins... je pense qu'ils ont romancé quelque part, quoi. Je sais pas si c'est romancé, je pense qu'en fait ils ont juste choisi des histoires qui finissent bien. Ils ont sélectionné leurs histoires. Ou un angle positif, quoi. C'est ça. Oui, après, de toute façon, ils ont choisi des histoires où les gens ont réussi à résoudre le crime et où ça s'est bien passé, où personne n'a eu à souffrir de la résolution du crime, sauf le criminel ou la criminelle en question. Mais j'aurais bien aimé... c'est vrai que j'aurais bien aimé un épisode un peu plus nuancé sur... Oui, c'est très cool, mais attention aussi, en fait, c'est pas non plus... c'est pas anodin. Oui. C'est pas anodin d'enquêter sur des meurtres, quand même. Voilà. Non, et puis quand ça implique derrière de désigner quelqu'un... Oui, voilà, après c'est toute la différence entre le crime dont je parlais, la jeune femme assassinée en 1954, qui est un vrai cold case, parce que là, de toute façon, ils ont une idée de qui est l'assassin. L'assassin est mort depuis 1959, donc de toute façon, même s'il le pointe du doigt aujourd'hui, ça ne change rien. C'est pas tout à fait la même chose que quelqu'un de disparu en 2008, où on accuse quelqu'un en dehors de la justice. Donc voilà, mais sinon, c'est très sympathique à regarder, et puis bon, ça fait plaisir de voir des crimes résolus, même des vieux crimes avec un nom sur une tombe. Voilà. Et vraiment comme la série c'est Cold Case en plus. Oui, c'est ça, il y avait une série Cold Case. Aussi, Oui, c'est satisfaisant, un vieux crime, ça y est, c'est résolu, on est content, quoi. Mais eux, tu vois, la différence, c'est que parfois, ils n'y arrivent pas. C'est vrai. Ou alors, ils savent, mais ils peuvent pas, il n'y a pas les preuves, et voilà, ils savent qui, comment, quoi. Mais cette série, elle était bien, c'est vrai. Oui, bon souvenir. Moi, j'ai un vieux film. On parlait des Cold Case, alors c'est pas tout à fait, un cold.
Oh, la transition. C'est un vieux film que j'ai regardé il y a pas longtemps. Alors, il date de 99. On n'est pas sur du vieux film. On n'est pas sur les débuts du cinéma, tout va bien. Mais malgré tout, ça reste un vieux film. C'est Un mari idéal d'Oliver Parker qui est adapté de la pièce d'Oscar Wilde. Okay. Et c'est un film que j'aime beaucoup, notamment parce qu'un des acteurs principaux, c'est Rupert Everett, qu'on voit très très peu au cinéma. Il a fait un coming out dans les années 2000 et on l'a plus beaucoup vu après. Et c'est un acteur que j'aime beaucoup et c'est la pièce d'Oscar Wilde. Donc déjà, elle est délicieuse parce que c'est Oscar Wilde et que l'humour est extrêmement fin et drôle. Et si vous aimez les jeux d'esprit, je vous la recommande. Le casting est assez exceptionnel aussi. On a Jeremy Northam, on a Cate Blanchett, on a Minnie Driver. Du beau monde. Voilà, on a du beau monde. C'est un beau film en costume, une pièce drôle. En costume, voilà. En costume, évidemment, puisque c'est du Oscar Wilde. Oui. Un film très intéressant sur un mari idéal, une femme qui idolâtre son mari et qui a besoin de cette espèce de pureté. Il ne faut pas qu'il ait rien commis de mal. Et un jour, une autre femme vient le menacer pour obtenir un vote au Parlement. Elle vient le menacer de révéler des secrets et lui a tout ce dilemme de si j'avoue que j'ai menti ou triché, ma femme ne m'aimera plus, etc. Et on a le personnage de Rupert Everett qui est autour de ces deux personnages-là. Il est ami des deux et il va essayer de régler la situation, mais il y a plein de quiproquos et on ne comprend pas. Et puis voilà, du drama parce que c'est Oscar Wilde, mais tout finit bien. C'est une pièce joyeuse, je vous rassure. Donc c'est vraiment un film que j'aime beaucoup et je l'aime d'autant plus que je l'ai vu en diptyque avec l'importance d'être constant. Alors Un mari idéal, nous l'avons à la bibliothèque. Malheureusement, nous n'avons pas l'importance d'être constant, qui est une autre pièce d'Oscar Wilde. Et cette adaptation-là, elle est jouée par Colin Firth, que voilà, tout le monde connaît pour son talent à la fois et comique et tragique. Tout à fait. Et Rupert Everett. Il joue dans les deux. Sauf qu'il a deux rôles complètement aux antipodes. Mais aux antipodes. À l'importance d'être constant, ce sont des gens qui se font passer pour des gentlemen, qui sont en fait pas du tout des gentlemen. Et c'est sur cette... ce genre de choses. Et donc, il joue le rôle d'un dévergondé, d'un débauché, de quelqu'un qui ment. Alors que dans Un mari idéal, c'est quelqu'un qui donne l'impression d'être un débauché ou un dévergondé et qui en fait est beaucoup plus profond que ça et beaucoup plus loyal et posé que ça. Et juste de les voir en diptyque l'un après l'autre, c'est magique parce qu'on voit le talent d'un acteur. Vraiment, sur deux pièces d'Oscar Wilde qui ont un fond comique le même, qui parlent sensiblement des mêmes choses, en fait, des faux semblants, de l'image qu'on se donne et de celle qu'on est, etc. D'avoir le même acteur qui joue deux rôles complètement opposés et de le trouver aussi bon dans l'un que dans l'autre. C'est vraiment absolument génial. Et c'est un acteur, Rupert Everett, que j'aime vraiment beaucoup et il a joué dans la série des Centurions, que nous n'avons pas, mais qui est une série extrêmement drôle adaptée d'un comics. Un pensionnat pour jeunes filles respectables. Elles sont pas respectables du tout. Elles bricolent des bombes. C'est pas vrai. Non, elles bricolent des bombes, elles font de l'alcool frelaté. Enfin, c'est assez barré. Et dans le film, il joue à la fois le père d'une des jeunes filles et sa propre sœur, donc il joue un personnage, une femme trans. Donc il joue deux rôles, le rôle d'une femme trans et le rôle de son frère. Et il est dans le comique, il est avec Colin Firth encore. C'est un duo qui se connaît très bien et qui joue. Et c'est à mourir de rire. Et il est vraiment très bon tout le temps. Il est très bon tout le temps. Donc je ne peux que recommander, et l'acteur, regardez sa filmographie. Tous ses films. Regardez sa filmographie, ça vaut le coup parce qu'il est vraiment très bon et trop peu vu. Malheureusement trop peu vu. Et en même temps, Un mari idéal que nous avons. Je vous encourage à l'emprunter. C'est vraiment, si vous aimez ce côté 19e, l'humour à la Oscar Wilde, assez fin avec de l'esprit, c'est pour vous. Voilà. Je connaissais pas du tout. C'est pas bien parce que tu rajoutes ma liste de choses à regarder. De toute façon, faut pas qu'on parle, toi et moi, parce qu'on agrémente nos listes mutuellement, c'est une catastrophe. C'est mal. Allez, j'enchaîne sur mon autre film. Vas-y. Ça s'appelle 3 nuits par semaine. C'est un film qui est sorti en fin d'année dernière de Florent Gouelou. Et pour l'instant, on l'a sur la médiathèque numérique aussi. Et en fait, on suit un jeune photographe qui est en couple avec une infirmière. Elle travaille... comment dire ? Aide-soignante En fait, on la retrouve sur des tentes qu'on peut trouver de dépistage ou ce genre de choses. Je ne sais plus exactement quel est son métier, mais voilà, en tout cas, elle va faire des permanences sur ces lieux-là.
à Paris. Et en fait, sur ces permanences-là, on a des drag queens qui viennent en fait pour faire de la prévention aussi et égayer un petit peu le moment parce que c'est pas forcément le moment les plus drôles quand on doit aller se faire dépisser. Et du coup, ce jeune homme qu'on suit, qui est photographe un peu amateur, en fait, se met à les photographier et à rencontrer une des drag queens de plus en plus souvent, à essayer de rentrer un peu dans son univers, le comprendre, etc. Et en fait, au fur et à mesure, il se rend compte qu'il tombe amoureux de la drag queen au départ, et ensuite de l'homme qui se cache derrière. Et du coup, c'est lui se questionner. En fait, il est déjà avec une femme, mais il tombe amoureux de cet homme-là. Donc, qui je suis ? Quel choix faire aussi dans ma vie ? Et j'ai trouvé que voilà, c'est un film qui peut être, qui est plutôt joyeux, je dirais, parce qu'on rentre vraiment dans l'univers des drag queens, donc de la fête, du spectacle, de l'extravagance. Et il y a aussi le à côté des drag queens quand elles sont dans leur vie privée. Et du coup, c'est jeunes hommes. Et il y a une femme aussi dans le groupe. Un drag king qui est drag queen, une femme. Okay. Et du coup, comment eux gèrent leur vie aussi à côté. Parce que quand on est ce personnage exubérant dans la fête, dans l'excès, quelle place je laisse aussi à la personne que je suis réellement, entre guillemets. Et du coup, il y a toutes ces petites choses qui s'entremêlent. Et je trouve que, voilà, comme on le disait un peu avant, je trouve que c'est chouette d'avoir une histoire d'amour entre personnes homosexuelles qui finit bien, ou du moins, il n'y a pas un qui meurt en cours de route ou qui est malade, ou des choses souvent terribles. Et je trouve que ça donne vraiment une belle image à la fois de la communauté drag queen. Et ça dédramatise un peu aussi Ouais, je trouvais que c'était un film un peu, vraiment, moi je suis sortie de là, j'avais vraiment le smile parce qu'en fait c'était doux, même leur relation, je trouve que c'est fluide, tu vois, et puis tu suis la personne, sa compagne qui est vraiment, en fait on est en couple, mais en fait on a décidé d'être en couple, donc en fait si tu veux partir, il y a pas de souci, en fait on en discute, et je trouvais qu'il y avait vraiment, c'était bien amené, c'était bien écrit, et une belle histoire d'amour, voilà. De temps en temps, ça fait du bien. Oui, clairement, ça fait du bien. Et je crois que tu n'es pas la seule à avoir vraiment aimé ce film, parce qu'il y a Hélène qui va nous en parler dans un média check. Donc vous allez être deux à faire du lobby pour ce film. Oui, allez-y. Même sur les drag queens, il y a pas... il y a souvent des préjugés, des choses comme ça, ou des images qu'on peut se faire sur certaines communautés. Et en fait, ils nous ouvrent la porte, on y va et on profite avec eux, du spectacle, et j'ai trouvé ça plaisant. Ça donne envie encore. Oui. C'est terrible, cette liste s'allonge de façon exponentielle. Écoute, moi je vais rebondir sur un livre, un autre de mes gros coups de cœur de ce début d'année. Alors je suis très en retard pour le lire parce qu'il est sorti il y a déjà un petit moment et je pense que l'auteur en a déjà sorti au moins un autre en français entre-temps. Ça s'appelle « La maison au milieu de la mer céruléenne » de T.J. Klune. C'est un roman de fantasy, qui est mis en fantasy, qui peut être considéré comme du young adult, mais qui est tout à fait lisible par des adultes, parce que c'est absolument adorable comme histoire. Young adulte. Ouais, c'est ça. Mais on est young, nous aussi. Totalement. On est encore young, ça marche. Donc la maison au milieu de la mer céruléenne, ça se passe dans un univers où, en gros, il y a des êtres magiques, des gnomes, des loups-garous, des phénix, des démons, plein... Créatures magiques. Voilà, créatures magiques au sens large. Et en fait, vous avez deux ministères qui sont en charge de s'occuper des jeunes et des adultes magiques. Les jeunes et les adultes magiques sont recensés, enregistrés. On comprend assez vite que c'est pas un univers très sympathique pour eux. Souvent, ils sont orphelins, abandonnés à la naissance quand les parents découvrent qu'il y a eu des choses comme ça, ou alors leurs familles ont été exterminées. Ça aussi, c'est un sous-texte assez fort du roman. Et ils sont mis dans des orphelinats. Et en fait, on suit Linus Baker, qui est un assistant social, tout simplement, qui est chargé de visiter les orphelinats pour
s'assurer que les enfants sont bien traités, qu'ils ne sont pas en danger, qu'ils ne sont pas en danger ni pour eux ni pour les autres, que voilà, ils sont bien traités, etc. Et Linus, c'est quelqu'un qui prend sa charge très à cœur. Il ne supporte pas que les jeunes soient maltraités, même s'ils sont magiques. Alors il est perclus de préjugés sur les personnages magiques parce qu'il est dans un univers perclus de préjugés, mais malgré tout, c'est quelqu'un de bon. Et un jour, il est reçu par, alors comment ça s'appelle, l'extrêmement haut management. Ça fait peur. Hein. Il va au 5e étage et on peut y aller que si on a rendez-vous. Ils sont 3 à la tête du conseil. Enfin, c'est très voilà, parce que lui travaille pour le ministère qui est en charge des jeunes. Et donc, il est reçu par ces 3 personnages et on lui confie une mission un peu particulière d'aller voir l'orphelinat de Marsaya qui est sur une petite île et d'aller faire des rapports. Il y va 4 semaines. Il doit y aller 4 semaines. Il doit faire des rapports pour ces jeunes et ils sont classés catégorie 4, c'est-à-dire extrêmement secrets, extrêmement dangereux. Voilà, et donc Linus, qui est un personnage assez triste, il y a son travail, son chat, et c'est tout. C'est un personnage assez, le bon petit employé de bureau, mais qui a sa routine et qui est pas très aventureux, qui a peur de plein de choses. Il se prend une suée quand on lui dit qu'on va l'envoyer 4 semaines dans un orphelinat comme ça. Et puis quand il ouvre les dossiers et qu'il voit les enfants qui sont dedans, il se dit « Mon Dieu, je vais jamais revenir vivant ». Et il arrive sur place et effectivement, ça va pas se passer tout à fait comme prévu parce que il va découvrir autre chose que des classifications dans un dossier. Et on va être honnête, il va découvrir aussi le gérant de l'orphelinat, Arthur Parnassus. Et il se peut que le cœur de Linus passe un petit peu trop vite pour son bien quand il voit Arthur Parnassus. Donc voilà, c'est l'histoire de comment il doit faire ses rapports et ce qu'il va découvrir sur lui et sur les autres. Et c'était absolument adorable. Et je regrette juste qu'il n'y ait pas un autre roman dans le même univers. Pas forcément avec les mêmes personnages, mais au moins dans le même univers, parce que l'univers avait l'air quand même très intéressant, puisqu'on parle aussi de la confrontation entre des préjugés, entre les gens qui sont différents et les autres. En vrai, on pourrait transposer l'orphelinat de Marsaya en un hôpital, un orphelinat psychiatrique ou quelque chose comme ça. Ça marcherait tout pareil. Parce qu'il y a cette même défiance et ces mêmes problèmes. Et au milieu de ça, on rigole beaucoup parce que Linus, voilà, un personnage qui aime son bureau, ses pantoufles, son pyjama avec son nom brodé, on le sort de son contexte, on le met dans un endroit où il fait chaud, où il va devoir marcher. Et il est perdu, le pauvre. Dur. Et c'est dur. Mais voilà, et c'est quand même adorable. Et c'est aussi bon pour les ados, je pense. Honnêtement, à partir de 12-13 ans, ça se lit très bien en vrai. Parce qu'il n'y a pas de violence, il n'y a rien de choquant. Et jusqu'aux adultes où c'est juste un moment de... Ouais, après, de toute façon, si c'est plus aventure ou un peu mystère, ouais, si t'aimes ça, en fait... quête de soi aussi. Il y a le côté, Linus qui doit remettre en cause beaucoup de choses de ce qu'il croit et de ce qu'il pense de son univers, doit faire le tri entre ses priorités. C'est quand même assez... c'est assez intéressant. Et puis les enfants de l'orphelinat sont assez cool. Chacun dans leur genre, ils sont assez cool. Et on rigole bien. Voilà, c'est un roman qui vous met le sourire. Donc, une bonne chose. Tout à fait. C'est toujours très bon de rire. Bon, quelque chose de pas drôle. Pour casser l'ambiance, pour finir ce podcast. C'est pas forcément pas drôle, mais c'est une bande dessinée que j'ai lue il y a pas très longtemps qui s'appelle Itinéraire d'une garce de Céline Tran et de Grazia Lapadula. Et c'est l'histoire d'une jeune femme d'une cinquantaine d'années qui... On est encore jeune à 50 ans. Oui. Qui reçoit... pas sur son téléphone, mais sur le téléphone de son mari, en fait, un message disant rendez-vous, la même chambre d'hôtel, etc. Et du coup, elle en déduit que son mari a une maîtresse et ça lui fait se poser plein de questions sur elle, sur leur couple, etc. Et du coup, c'est vraiment une quête, une quête de soi, un peu aussi, en mode, ok, j'ai 50 ans, ma vie, c'est quoi jusqu'à maintenant ? Ma sexualité, c'est quoi jusqu'à maintenant ? Mon corps, est-ce que... peut-être qu'en fait, j'ai envie de me faire plaisir à moi, par exemple, vestimentairement, etc. Se dire, ok, il va voir ailleurs, est-ce que moi aussi, je vais tenter le coup aussi d'aller voir ailleurs, etc. Vraiment un questionnement sur, je suis une femme de 50 ans et où j'en suis dans ma vie, parce que, je sens bien que je suis paumée. Juste ce grain de sable-là a fait totalement dérailler ce qu'elle pensait, sa vie qui roulait en soi. Elle dit, tout va bien, j'ai ma fille, nanana. Et en fait, là, ce truc-là va lui faire remettre en cause plein de choses dans sa vie.
Et c'est extrêmement bien fait, je trouve. Les dessins sont magnifiques. Et en fait, je ne vais pas révéler la chose de la fin, mais c'est plus profond même que ça. Et il y a un petit twist à la fin qui est hyper doux, je trouve. Au début, on peut se dire c'est dur, son mari, c'est un salaud, voilà, il va voir quelqu'un d'autre. Et c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Et en fait, c'est vraiment de l'amour, en fait, vraiment, jusqu'au bout. C'est très histoire d'amour, là, aujourd'hui. Ouais, parce qu'en fait, c'est pas trop ça d'habitude, mais c'est vrai que là, moi, je l'ai lu, c'était sur conseil de mon libraire BD, donc je suis allée les yeux fermés. Et du coup, je recommande aussi, parce que c'est très, très bien. Chouette. Une bonne recommandation pour la fin. C'est pas si triste, en fait. Non. Au début, on peut se dire, mince, c'était pas très joyeux comme fiche de base, mais en fait, au fur et à mesure, ça va. Bon, en fait, ça va. Tant mieux. Écoute, c'était sympa de passer ce moment avec toi, d'échanger, de récupérer une liste de lecture encore plus longue que quand je suis arrivée. Merci beaucoup, Samuel. Voilà. J'espère que vous aussi, vous avez pu prendre quelques conseils, qu'il y a des choses qui vous intéressent. N'hésitez pas à nous le dire si vous passez à la bibliothèque ou sur nos réseaux sociaux. Et puis, à la prochaine. Salut.